avec la France que de nombreux Camerounais, dont de nombreux Camerounais ne veulent pas parler. Et de ne pas en parler crée des conditions d'une explosion que personne ne peut imaginer aujourd'hui. On parlait du rapport que les historiens ont fait. Ils ont travaillé sur une période. Et je vous dis, la période qu'ils ont choisie n'aurait eu aucun sens si les Français avaient accepté de respecter leurs paroles. Le 27 août 1940, le Cameroun était indépendant, déclaré à Douala par Leclerc. Alors, c'est quoi cette guerre d'indépendance qu'on retrouve 30 ans après pour maintenant commencer à dire on nous a fait un rapport, à partir de ce rapport, nous reconnaissons ceci. Il n'y aurait tout simplement eu cette guerre si la France avait été sérieuse. Le 27 août 1940, on a créé la France libre. Le seul territoire de la France libre, c'était le Cameroun. Donc c'était le Cameroun qui était indépendant. Comment on peut imaginer que ce pays-là ait été indépendant en 1940 et que ses enfants soient obligés de se battre pour une nouvelle indépendance à partir de 1948? Ce n'est pas très sérieux. C'est bien que ces enfants-là se lèvent. Mais c'est tous les Camerounais qui sont enfants de martyrs. Eux, peut-être directement, parce que c'est le clan familial qui a été touché. Mais tous les Camerounais, dans leur amour propre, dans leur façon d'être, dans les perspectives de vie qui se donnent, devraient se joindre à ces enfants directs et martyrs là pour protester contre la France. Ce que la France nous a fait est indigne. Indigne. Je rappelle que les Allemands ont eu leur part de responsabilité par rapport à l'histoire du Cameroun. Il y a moins de 2 semaines, l'ambassadeur de France, d'Allemagne est venu fêter l'anniversaire de l'assassinat de Rodolphe Douala Mangabel à Douala. Et il a dit qu'il avait honte pour l'Allemagne. Il a eu honte pour l'Allemagne qui a tué quelques chefs. Et que la France qui a mené une guerre contre un peuple se contente de dire je reconnais sans plus. J'ai dit je suis content de le rencontrer ici. Clément. Ouais, Clément, parce que il a collaboré avec cette commission, mais ce qui ressort du travail de cette commission, c'est que ils avaient des instructions tellement fermes qu'ils n'osaient pas en sortir. On cite dans le rapport, et Macron reprend ça dans sa lettre au président camerounais, le massacre d'Équité. Il n'y a pas un nom. C'est comme si on avait tué les fourmis. C'était comme si ces gars-là, c'était le soldat inconnu qu'on voit à Bonadjo. Ce n'est pas très sérieux. La commission aurait dû nous sortir une liste au moins de des personnes-là pour que, si on fait un monument, l'histoire retienne que tel est tombé ici, tel est tombé ici. C'est comme ça qu'on fait chez eux. Nous sommes quoi? Pour nous contenter des vulgarités. Nous sommes un peuple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous avons droit à une mémoire, et une mémoire forte. Mais ce ne m'en prend pas à eux. Si nous-mêmes nous renonçons à avoir une mémoire forte, on nous traitera pareil. Donc
Donc, j'interpelle seulement les Camerounais pour dire, il y a une dizaine d'années, nous avions lancé une plateforme ici qu'on appelle l'Alliance patriotique, dont le mot d'ordre est le contentieux historique camerounais-français. Dans ce contentieux-là, il y a deux volets. Un volet camerouno-camerounais, signifiant les Camerounais qui ont choisi de travailler pour la France contre les intérêts bien compris de leur pays. C'est à eux qu'on a donné le pouvoir en 1960 et qui continuent de le gérer à leur manière. Et le deuxième volet, c'est le contentieux avec la France. Le contentieux avec la France est pour nous le plus important. Parce que les autres, ils sont Camerounais. On ne va pas les jeter à l'eau. On va créer les conditions pour que on identifie exactement le rôle de chacun dans cette affaire-là. Mais c'est tout ça que le comportement de Macron essaie de cacher. Quand on doute de l'assassinat de Moumi et que dans la liste qu'on fait, sur la même ligne, on retrouve Momo. Il y a quelque chose de choquant venant d'un Français. Mais les Camerounais acceptent ça comme si c'était rien. Donc, pour vous, il y a beaucoup de non-dits dans cette lettre. On aura l'occasion de s'étendre dessus, mais sortons du prétexte de cette émission. Roland Tapi, les héritiers ont saisi le Conseil constitutionnel. Les membres du Conseil constitutionnel doivent être justes, ils doivent être transparents. Est-ce qu'une sortie d'héritiers, de descendants de ceux qui ont versé leur sang pour l'indépendance de notre pays peut arriver à influencer la décision du Conseil constitutionnel et même le processus électoral tout entier? Disons oui. Mais avant de répondre vraiment à la question, il est temps quand même de reconnaître qu'il y a quand même de l'évolution dans le comportement des Camerounais aujourd'hui. Vous savez que depuis longtemps, depuis l'époque coloniale, quand on avait étiqueté un certain nombre de personnes de maquis, vous savez, c'était une connotation négative. Après qu'ils aient été assassinés, jusqu'à tout récemment, il était difficile pour les descendants de ces personnes-là d'oser prendre la parole encore plus publiquement. Mais on constate quand même que progressivement, il y a une sorte d'évolution mentale, une sorte de reconnaissance, une sorte d'envie de reprendre fièrement le combat que les parents ont mené, même si c'est pas de la même façon. C'est pour cela qu'on peut constater qu'aujourd'hui, il y a quand même regroupement, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui se revendiquent d'être des descendants directs de ces personnes qui ont été assassinées. Et comme je disais, ils étaient à un moment donné des parias. C'est-à-dire que la façon dont les Français les avaient présentés à d'autres Camerounais faisait en sorte que les descendants directs de ces personnes avaient plutôt envie de se cacher de peur de subir une vindicte populaire, ou bien, enfin, ils étaient mal vus, de toute façon. Quand on rentre un peu dans l'histoire, on constate que même à l'époque, quand on assassinait Ruben Omniobé, sa femme raconte elle est morte récemment et enterrée, racontait dans sa biographie comment est-ce que il n'était pas question pendant que elle était sortie, du maquis, qu'on sache quelle était la femme de Ruben Omniobé. Encore moins ses enfants. Donc, on était dans un contexte où il était mieux de se cacher parce que on dit que vous êtes l'enfant de quelqu'un qui était un ennemi du pays. C'est comme ça qu'ils étaient présents. Jusqu'en 91 d'ailleurs, il était interdit de prononcer son nom. Et évidemment. Donc, quand on arrive aujourd'hui à avoir des descendants de ces personnes sur les plateaux de télévision qui parlent publiquement, je dis que c'est quelque chose déjà à féliciter et surtout souhaiter que cela aille un peu plus plus d'ampleur que cela l'est aujourd'hui. Parce que si on a aujourd'hui des noms, une dizaine, vingtaine de personnes nommément citées comme étant des martyrs, mais c'est pas seulement ceux-là qui étaient des martyrs, parce que quand on essaie de voir les chiffres, on est peut-être à près de 400 000 ou moins de Camerounais qui sont morts dans cette guerre-là. Donc tous sont autant de martyrs. Et le choix serait que progressivement, les descendants de toutes ces personnes-là sortent
du maquis mental dans lequel il reste aujourd'hui pour grossir les rangs de ses héritiers, de ses descendants, pour constituer à un moment donné ce qu'on peut appeler une masse critique suffisante pour justement influencer, pour avoir une parole plus forte, pour avoir une place prédominante dans le paysage politique du Cameroun. Parce qu'après tout, ce sont les victimes directes. Monsieur Dikoumé expliquait tout à l'heure que c'est pas seulement eux, à travers eux, c'est tous les Camerounais qui devraient se sentir concernés. Je dis, progressivement, il faudrait que tous les enfants de ceux qui ont été tués directement pour la cause du Cameroun prennent conscience que leurs parents sont morts pour une cause et se pose justement la question de savoir si cette cause aujourd'hui peut être, on peut dire aujourd'hui qu'elle est atteinte ou pas. Et donc, sur ce plan-là, je pense que si beaucoup de gens sortaient du maquis aujourd'hui, si beaucoup de gens prenaient conscience de ce que il y a un combat qui a été mené, mais a été interrompu quelque part par l'administration coloniale qui n'en voulait pas du tout, et qu'aujourd'hui, progressivement, avec l'évolution politique, même si elle est encore mitigée, on peut désormais prendre la parole et continuer ce combat d'une autre façon, peut-être pas en entrant en forêt et autres. D'ailleurs, le président Paul Biya a dit qu'on n'a plus besoin d'entrer dans le maquis pour exprimer ses idées, même si ça reste questionnable. Je pense que cela, s'il sortait aujourd'hui, effectivement, de manière massive, il pourrait justement influencer le cours de l'histoire en ayant, en réalité, et je pense que la nation, si elle était un tout petit peu reconnaissante, devrait créer un cadre dans lequel effectivement tous ceux-là peuvent se réunir. Tous les descendants des martyrs directs peuvent se réunir et avoir, je veux dire, voix à la parole, même dans les institutions. Vous savez que quoi? Dans l'armée, je crois, chaque personne qui a travaillé dans l'armée a en principe droit à une place quand il passe. C'est-à-dire qu'il a droit à ce qu'un de ses enfants entre dans l'armée de manière préférentielle. Je crois que tous ceux qui sont les enfants de ces martyrs-là aujourd'hui devraient pouvoir, je veux dire, on devait leur attribuer une place dans les institutions. À eux de se retrouver et de voir comment ils peuvent choisir leurs représentants, mais on devrait trouver une place à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans le conseil régional, où les descendants de ces personnes-là siègent parce qu'ils portent quand même en eux une certaine histoire du Cameroun. Ils sont les victimes directes. Donc, sur ce plan-là, je pense que si les choses allaient normalement, on devrait pouvoir être sûr que quand ils disent quelque chose, quand ils donnent un avis sur la conduite, la marche de la justice, de l'économie, de la politique, on devrait les écouter. Et ça nous amène à la question de l'influence de cette sortie sur les décisions du Conseil constitutionnel et même sur la tenue du scrutin. Oui. Effectivement, on devrait s'attendre à ce qu'ils soient écoutés. Mais on est dans un contexte où, je suis désolé de le dire ainsi, le pouvoir dans l'ensemble est autiste. Il n'écoute presque personne. Il n'écoute pas le public, la population dans l'ensemble. Combien de fois ceux qui jusqu'ici ont de la peine à être reconnus par ce pouvoir, parce que n'oublions pas que le système qui est là maintenant est la continuité du système colonial qui a été mis sur place et qui, malheureusement, bannissait un certain nombre de personnes. Et les représentants, ou bien les descendants des martyrs qui viennent aujourd'hui sont justement ceux-là qui, politiquement ou bien institutionnellement, étaient bannis de la vie publique. Donc, ils ont encore de la difficulté à se faire reconnaître. Combien de fois avoir une influence? Non. Je disais tantôt, si la nation était reconnaissante, tout au moins, si on avait pensé à donner à ces ressortissants ou bien à ces descendants des martyrs une certaine valeur, une valeur symbolique, une valeur historique, une valeur monumentale de par le rôle que leurs parents ont joué. Parce qu'il ne faut pas oublier à un moment donné que ceux qui sont là aujourd'hui ont tout simplement bénéficié des combats menés par ceux-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a récupéré l'indépendance qu'ils étaient en train de revendiquer. On a juste dilué un peu et on a donné à d'autres pour dire que ok, voilà l'indépendance que vous étiez en train de réclamer en les écartant en même temps. Donc, si aujourd'hui on pouvait
leur accorder de la place. C'est vrai qu'il y a un pas qui a été fait depuis 1991 avec la reconnaissance, comment dire, avec un décret du président Paul Biya qui déclarait un certain nombre d'entre eux comme réhabilité, qu'il est en tant que citoyen camerounais, qu'il est réhabilité comme étant des héros nationaux, même s'il y avait une fausse note dans cette affaire parce qu'on les a réhabilités. Ceux qui ont été tués ont été réhabilités dans le même décret que celui qui les a tués. En même temps, c'était quand même quelque chose de compliqué. Donc, il y a quand même ce pas-là qui a été fait. Bon, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait davantage de choses qui sont faites. La réhabilitation, apparemment, s'est arrêtée sur le décret parce qu'après, rien n'a suivi. Ils sont toujours pas reconnus officiellement. Il n'y a rien, aucun avantage qui leur est dû du fait qu'ils sont des héros qui ont été reconnus. Leur descendance aujourd'hui, s'ils font des efforts pour sortir de l'ombre, il faut tout simplement encourager cela et encourager également le fait que beaucoup d'autres sortent pour à la fin pouvoir constituer une masse critique. Je pense que c'est par là qu'on pourra arriver à travailler davantage pour cette mémoire collective, justement, pour laquelle on est en train de se battre. Savoir qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour la nation et qu'aujourd'hui, on peut tenir compte de ces sacrifices-là par le passé. En tout cas, c'est un souhait. Revenons donc, parlons donc de cette lettre d'Emmanuel Macron adressée au président de la République. Le président français qui reconnaît que son pays a orchestré de la violence dans notre pays, le Cameroun. Clément Bouindé, votre père fait partie des victimes de la France. Lors de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun en 2022, vous l'aviez saisi déjà pour demander réparation pour ce que votre père avait subi. Avec cette sortie, c'est un signe d'une éventuelle réparation? Je voudrais revenir sur ce que de Dickou Mbonjo. Oui, puisqu'il a dit que j'ai collaboré avec la commission. Bon, collaborer, ce n'était pas donné, hein. C'est parce que j'ai bavardé. Donc, si je ne l'avais pas fait, je suis persuadé que Jean Bouindé ne serait pas rentré dans ce rapport. C'est peut-être pas en 2022, mais j'ai saisi la balle au bon dès 2022 quand il a parlé de cette histoire. Et comme les archives existaient, le 3 mars 2023, j'ai fait un mémoire avec tous les documents à l'appui que j'ai envoyé par lettre recommandée au président Macron, avec copie au président Paul Biya et au secrétaire général de l'ONU. Et un an après, la commission m'a appelé. Et donc, la France a fait un pas. Plusieurs pas par rapport au Cameroun, dont certaines archives ne sont toujours pas déclassifiées. Et le plus important, c'est la marche vers l'avant. Et chaque pas compte. J'ai collaboré avec la commission. La commission a mis à disposition le rapport. J'ai lu le rapport sur la partie et j'ai réagi par rapport à la partie qui me concernait. J'ai fait une sortie que j'ai adressée à la commission et à la presse. J'ai relevé ce qui n'était pas bien dit et j'ai fait d'autres éclairages au point où certains membres de la commission m'ont dit, sur la base de ma réaction, ils pensent pouvoir continuer avec les recherches. Et je me félicite que dans la lettre du président Macron, il dit être favorable à la poursuite des recherches. Et donc, il ne faut pas que les gens aillent dans les bistrots, boire et accuser vainement ceux qui ont travaillé. Je persiste à dire, c'est mon bavardage qui met
le ONCAM dans ce rapport. Et je souhaite que les Camerounais, que chaque Camerounais ait la bouche, pas pour boire, mais pour bavader, dans le bon sens. Certains estiment, Thierry Batoum, que tout n'a pas été dit dans ce rapport et tout n'a pas été dit dans le bref résumé du président français qui a adressé une correspondance, une lettre au président de la République. Est-ce qu'effectivement, de votre point de vue, tout n'a pas été dit? Tout ne peut pas être dit parce que nous devons reconnaître que la France est en mauvaise posture avec ses anciennes colonies. En tant qu'État, la France défend ses intérêts. Étant en mauvaise posture avec ses anciennes colonies où le sentiment anti-français a pris de l'ampleur en Afrique et au Cameroun en particulier, il se trouve dans le président Macron dans la continuité de ce qu'avaient commencé les présidents Sarkozy et Hollande. Il va plus loin dans cette défense des intérêts de la République française en reconnaissant dans d'autres pays. Vous avez suivi la restitution d'un certain nombre de reliques au Bénin qui s'est passé il y a quelques années. Et en venant au Cameroun, le Cameroun qui est un poids lourd en Afrique centrale, il était urgent pour lui d'avoir la sympathie de la société camerounaise, notamment des citoyens. Vous avez vu la nouvelle formule du sommet France-Afrique où il rencontre plutôt la jeunesse africaine que de la société civile en général, que de rencontrer les principaux dirigeants avec lesquels il est censé gérer dans le cadre des relations internationales. Donc de ce point de vue, donc, ayant créé, lui, la commission, rappelons que la commission mixte franco-camerounaise fait suite à la commission créée par le président camerounais en 2016 et qui n'a jusqu'ici pas rendu son rapport et qui avait à sa tête le ministre Bidonkwat, qui est ministre de la Culture, et qui jusqu'à ce jour n'a pas rendu son rapport. Donc monsieur Macron, dans l'urgence de politique extérieure en Afrique, s'est donc retrouvé dans l'obligeance de reconnaître un certain nombre d'atrocités commises par la France dans ses anciennes colonies. Alors, que pouvons-nous attendre de notre bourreau? Nous pouvons qu'attendre de lui qu'il fasse un pas qui ouvre le chemin. Maintenant, il reste à l'État du Cameroun de faire son travail. Mais il se trouve donc qu'il y a parmi ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ceux qui ont participé, qui ont servi de relais locaux à la France dans ces atrocités. Raison pour laquelle je vais un peu nuancer le propos de M. Dikoumé qui disait que tous les Camerounais étaient concernés par ça. Non, tous les Camerounais n'étaient pas concernés. Il est bien revenu là-dessus pour dire qu'il y a certains qui étaient contre. Et c'est eux qui ont servi de relais pour l'assassinat de nos martyrs. Et en servant de relais, c'est à eux qu'on a confié les destinées de notre pays où nous nous retrouvons jusqu'aujourd'hui. Et c'est encore ces mêmes gens qui sont appelés à réécrire l'histoire. La matriarche, il faut aussi le rappeler fort à propos que M. Macron n'était pas en 71, il n'était pas encore né. Mais beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui étaient des acteurs en 71. Beaucoup étaient des acteurs en 70. Certains étaient déjà occupés de hautes fonctions en 1960. Ils sont encore vivants aujourd'hui. Vous comprenez donc pourquoi, et là je vais revenir sur le Conseil constitutionnel, pour dire que le Conseil constitutionnel est le garant de la loi fondamentale. Ils doivent agir non seulement par la justice, mais aussi par la justesse. Parce qu'ils doivent écouter le peuple. Raison pour laquelle vous voyez, il est occupé par, c'est pas mal de le dire, des vieillards. Sages. Ils sont des vieillards en termes d'âge. Et cela me rappelle cette fable de Cheikh Ampateba qui dit « Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle ». Nous avons l'impression que Cameroun, c'est un contexte particulier où le vieillard pense qu'il ne peut pas mourir. Et que quand même il faudrait qu'il meure, il faut qu'il emporte la bibliothèque avec lui, bien qu'il la brûle. Donc, le président Macron, on peut se féliciter parce que dans le cadre de nos activités au sein de la société civile, à travers le citoyen pour le Cameroun,
Depuis 2011, nous travaillons à maintenir vivant la mémoire de ces héros et martyrs nationalistes en interpellant les différents acteurs, notamment la France, à travers le contexte historique qu'il faut régler et dont le monsieur Dikoumé Bonjo en parlait. Ce contexte historique doit être réglé d'abord à travers un récit national, c'est-à-dire d'abord par nous-mêmes. Devons nous-mêmes d'abord nous asseoir et poser la question de ce qui s'est passé pendant la lutte pour l'indépendance de notre pays que nous n'avons pas encore obtenu, que nous continuons toujours à rechercher. Et maintenant, c'est l'État du Cameroun qui devrait faire le premier pas et obliger la France à le suivre. Mais là, nous assistons à l'inverse, pour c'est la France qui semblerait forcer la main à l'État du Cameroun en lui demandant de voir un peu plus clair dans ce qui s'est passé, dans ce qui se serait passé au cours de cette histoire. Voyez-vous, il y a eu dans notre pays une culture de l'oubli et une politique de l'oubli. Vous l'avez fort à propos rappelé où les noms des héros et martyrs étaient interdits d'être prononcés. Alors vous étiez soit massacrés, soit emprisonnés parce que quelqu'un vous aurait trahi d'avoir prononcé le nom d'un Oumyobé, d'un Fossé ou bien d'un Moumié. Et le rapport ne traduit pas surtout la partie recherche. Nous comprenons que ces chercheurs, ces intellectuels sont enfermés dans la démarche scientifique qui ne permet pas de prendre en compte un certain nombre d'éléments qui n'ont pas la chance d'être archivés, comme ceux du patriarche Jean Bouindé, qui a su conserver un certain nombre d'archives. Alors pour ceux dont les archives ont été détruites, pour ceux qui n'ont pas pu avoir des classes écrites, ils sont appelés à l'oubli. Ils sont appelés à l'oubli. Et c'est ce que soulève donc la partie culturelle de cette commission et dont on n'a pas fait écho, qui, elle, a plutôt fait ressortir de ce qu'elle a reçu de manière orale et des victimes et des acteurs qui sont encore vivants et dont il est difficile aujourd'hui de recueillir un certain témoignage parce qu'il faut utiliser la langue. Ils sont très méfiants. Ils ne s'ouvrent pas à n'importe qui. Voyez-vous? Ils gardent les séquelles du passé. Ces atrocités sont encore vives dans leur chaîne mentaux. Et ils ne voudraient pas revivre cela. Ça revient encore à l'interpellation du Conseil constitutionnel. Ils ne voudraient pas voir les leurs le vivre à nouveau. Donc la partie culturelle de cette commission a fait un immense travail et a fait des recommandations fortes. Voyez-vous? Donc il est vraiment difficile si le Cameroun lui-même n'ouvre pas ses propres archives. D'ailleurs, les archives nationales ont brûlé il y a quelques années. On ne sait pas si on a pu récupérer quelques restes. Mais on espère que pour ceux qui sont encore vivants et qui étaient des acteurs à cette époque, placés au sommet de l'administration, peuvent nous laisser quelque chose en souvenir pour que notre pays puisse se réconcilier avec lui-même, pour que nous puissions être fiers de notre souveraineté en tant qu'État et pour que les générations à venir puissent s'appuyer sur ce socle historique qui constitue l'élément inébranlable des choix politiques. Nous sommes en période électorale, mais aussi du débat public. Si cela n'est pas fait, notre pays sera toujours malade et nous aurons toujours ces métatasses-là, comment le mot m'échappe, ces stigmates laissés par cette période atroce. Voyez-vous, madame, donc on ne peut pas en vouloir à M. Macron, qui a un devoir, non pas envers les Camerounais, mais envers les Français. Nous devons interroger ceux qui nous dirigent et ceux qui sont appelés à nous diriger. On ne peut pas empêcher le président français d'effectuer cette démarche, mais vous attendez beaucoup du Cameroun. Vous voulez que le Cameroun fasse le pas. Le pas dans quel sens, dit Dikoumé Bonjo? L'UPC était au devant, l'UPC a perdu beaucoup de ses membres.
Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.